Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. They have now said that there were 11 hostages. 2 were killed in their rooms yesterday morning. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. Before a quiet crowd of 80,000. After the ceremony, the surviving teams saw the coffins of their fallen comrades loaded onto an airplane to bring them home together. Enormous crowds also gathered on Dizengoff Street and in Jerusalem on the plaza in front of the Knesset. People are weeping, tearing their clothes. The funerals, which will be held tomorrow in Jerusalem, are expected to draw tens of thousands of mourners. These are the names of the members of the Israeli team at the Munich Olympics who were held hostage, beaten, and finally murdered by Arab terrorists. Yosef Gutfreund, Eliezer Khalfin, Yaakov Springer, Dr. Wadia Haddad, Abu Daoud, Mahmoud Hamshari, Andrei Spitzer, Zeev Friedman, Kahat Shor, Wael Zoaitar, Dr. Basil Al-Kubaisi, Kamal Nasser, Mark Slavin, Amitzur Shapira, David Berger, Kamal Adwan, Abu Youssef, Mohamed Boudia, Yosef Romano, Moshe Weinberg, Hussein El-Khir, Ali Hassan Salameh. Cet extrait du film Munich pour démarrer l'émission avec les noms des 11 athlètes israéliens assassinés. Dans le film, les noms des athlètes étaient également associés aux noms des terroristes. Sur RCJ, vous le savez, fidèle à notre à cet esprit que nous avons voulu retenir aujourd'hui uniquement les parcours de ces 11 sportifs, de ces 11 athlètes israéliens assassinés. Différents sportifs, grands noms du sport, ont lu ces portraits et nous allons vous les diffuser tout au long de la journée. Et dans cette émission spéciale, nous allons revenir sur ce qui s'est passé il y a tout juste 50 ans, aujourd'hui, avec ceux qui y étaient. Et nous allons démarrer avec l'ancien ministre des Sports, vice-champion olympique, Guy Dru, bonjour. Guy Dru, qui est en ligne avec nous, qu'on va récupérer dans un instant. Guy Dru, qui était à Munich en 1972, vice-champion olympique, champion d'Europe également en 1974. Guy Dru, dont on se souvient du plus grand succès de sa carrière, c'était en 1976 à Montréal. Il était devenu champion olympique du 110 mètres haies, champion de France à 13 reprises. Il a également détenu le record du monde du 110 mètres haies en 1975. Membre du Comité international olympique depuis 1996. Guy Dru est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin pour cette émission exceptionnelle consacrée aux 50 ans de l'attentat de Munich. Je vais commencer une question très simple. Monsieur le ministre, vous êtes ancien ministre des Sports, Guy Dru. Ouais. Comment vous êtes réveillé ce matin du 5 septembre 1972 ? Quelle était l'atmosphère dans le village olympique ? On pensait à quoi ? On pensait uniquement à son entraînement, à ses médailles ? C'est-à-dire que moi, quand je me suis réveillé, je savais rien parce que c'est arrivé à 4 heures du matin, donc c'était la journée de repos en athlétisme, mais j'avais ma finale du 110 le lendemain, qui était prévue le 6. Donc, je suis allé au petit déjeuner tranquillement et c'est après, si vous voulez, sur la route, en discutant, qu'on a bien senti qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Le village était complètement bouclé, on pouvait ni entrer ni sortir. Et puis assez rapidement, par la télévision qui était pratiquement dans toutes les chambres, on a appris l'attentat et que Septembre Noir, l'action de Septembre Noir, et que les Palestiniens avaient envahi le bâtiment des Israéliens. Donc à partir de ce moment-là, chacun a essayé d'aller au renseignement. Vous les connaissiez, Guy Dru, ces athlètes israéliens, ou alors est-ce que chacun finalement dans un tel événement que des Jeux Olympiques, chacun est dans son bâtiment, chacun est dans son épreuve ? Chacun est dans son bâtiment, chacun est dans son épreuve, c'est normal. Mais moi j'en connaissais surtout un. Il y en a quelques-uns que je connaissais de vue parce que on se croise assez souvent dans le village, qui était à l'époque nettement moins important qu'aujourd'hui. Et
il y avait un entraîneur, j'avais une très bonne copine qui s'appelle Esther Roth, Oui. qui était championne de 100 mètres haies. Et on s'entraînait souvent en même temps, quoi, dans le même quartier du stade, sur la piste, avec les pour pas gêner les autres. Et je connaissais assez bien son entraîneur, et qui malheureusement fait partie des victimes. Comment une fois que vous avez appris la nouvelle, Guy Dru, quelle était l'ambiance dans le village? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Tendu. On essayait de savoir. On n'avait pas beaucoup de renseignements. On avait les renseignements par ceux qui étaient à l'extérieur, par quelques journalistes qui étaient encore dans le village. Mais moi, ce que j'ai vécu surtout, c'est que à ce moment-là, en fin d'après-midi, même en début de soirée, j'étais en train de me faire masser parce qu'on était le logement des médecins et des kinés était dans un hôtel qui était un hôtel du village, et qui avait la particularité, si vous voulez, il y avait une face qui donnait sur le parking, sur l'extérieur, et une face qui donnait sur le village. Et donc, on a entendu, à un moment, j'étais encore sur la table, on a entendu un gros bruit d'hélicoptère. Donc, à ce moment-là, évidemment, on s'est tous levés, on était allés sur le balcon. Et puis, j'ai vu le transfert, j'ai vu arriver les hélicoptères, j'ai vu arriver les bus, un ou deux bus, je me souviens plus franchement, qui avaient les vitres occultées par des couvertures. Et à ce moment-là, les terroristes cagoulés descendre, discuter avec les forces de l'ordre. Et puis, un par un, il y a eu le transbordement, le transfert des Israéliens, des otages, la mitraillette dans le dos, du bus vers l'hélicoptère. Et puis après, quand tout ça a été fini, moi j'étais à quoi, à vol d'oiseau, j'étais à, 30-40 mètres, quoi. Ouais. Et une fois que ça a été fini, les hélicoptères sont partis, le village a rouvert. Et puis à ce moment-là, ça s'est un peu détendu parce que nous étions persuadés qu'il allait y avoir qu'une négociation avait abouti et que tout rentrait dans l'ordre, quoi. Enfin, tout rentrait dans l'ordre au niveau du village. Ouais. Et puis, c'est tard dans la nuit ou le lendemain matin qu'on a appris le drame. Voilà. C'est des images terribles que vous nous racontez, Guy Dru. Des images qui sont encore dans mes yeux. J'en ai d'ailleurs parlé à la dernière commission de coordination de Paris 2024, et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je suis arrivé à l'olympisme en même temps que le terrorisme, et c'est pour ça que j'accorde tellement d'importance aux mesures de sécurité. Avec effectivement, alors on va le rappeler, il n'y avait aucune mesure de sécurité dans le village olympique, rien. Non. C'était très souple parce que les Allemands, et je le comprends tout à fait, voulaient absolument faire oublier la mauvaise image de 36, des Jeux de 36, et donc ils insistaient beaucoup là-dessus, et c'est la raison pour laquelle ils ont été complètement pris au dépourvu. Comment ensuite, Guy Dru, on se reconcentre sur une épreuve? On sait que les Jeux Olympiques, alors vous étiez vous sur place, mais je crois que ça a continué un moment, que ça s'est arrêté et ensuite que ça a repris. Oui, il y a une journée le 6, donc le jour de ma finale. Évidemment, tout a été suspendu. Il y a une journée de deuil qui a été célébrée dans le stade, à laquelle objectivement j'ai pas assisté parce que on savait pas très bien ce qui allait se passer. Et puis à ce moment-là, ce sont notamment avec l'assistance de Mme Golda Meir, qui était à l'époque Premier ministre d'Israël, qui a dit qu'il était hors de question de céder au chantage des terroristes, et donc qu'elle souhaitait elle encourageait le CIO à poursuivre les Jeux Olympiques. Ce qui a été fait à l'époque, c'était Avery Brundage, qui était président du CIO. Et donc les Jeux ont continué. À partir de ce moment-là, moi j'étais là pour faire mes jeux, quoi. C'était déjà fantastique d'être aux Jeux, encore plus intéressant et plus satisfaisant d'être en finale. J'ai oublié tout le reste. Donc à l'époque, en ce temps-là, j'avais 20 ans. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tous les sportifs qui étaient là-bas, et on s'en rend compte aujourd'hui en lisant les portraits des 11 athlètes israéliens, ils avaient tous entre 20, maximum 30 ans. Oui, c'était
C'est l'âge des champions olympiques. Guy Dru, est-ce qu'ensuite on est 50 ans aujourd'hui après les faits? Il y aura les Jeux olympiques à Paris dans un peu moins de 2 ans. Vous êtes membre du comité international olympique. J'imagine que vous suivez de très près, évidemment, la préparation de ces Jeux. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rappeler encore leur mémoire dans 2 ans à Paris? Bon, je suppose qu'il y aura eu, à chaque fois, il y a de toute façon dans le village, il y a un rappel de quelque nature que ce soit. Mais à chaque fois, il faut avoir ces images en tête parce que moi, j'ai eu malheureusement Munich. Et puis ensuite, j'étais ministre à l'époque. Il y a eu une bombe à éclater pendant les Jeux d'Atlanta. Oui. Et je vous répète, c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur les mesures de sécurité qui sont prises au niveau du village, des installations, des stades, des piscines, etc., mais également et surtout pendant la cérémonie d'ouverture, parce que ça laisse une cible extraordinaire pour les divers terroristes, étant donné le nombre de personnalités qui sont présentes. Et l'image, effectivement, des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez eu peur, Guy Dru, quand vous étiez là-bas? Non, franchement, non. Non, enfin, on ne se sentait pas menacé, si vous voulez. Tout était quadrillé parce que on approchait de ce qu'on pouvait, le bâtiment des Israéliens, parce que donc j'ai vu aussi ces célèbres photos avec les fédéines qui étaient sous le balcon, cagoulés, etc. On les a vus de loin. Et puis ensuite, elle était assez tendue parce qu'on se posait la question, on ne savait pas ce qui allait arriver, ce qui se passait, etc. Mais à aucun moment, je n'ai eu peur. Est-ce que ça vous disiez que vous êtes né à l'olympisme en même temps que le terrorisme. Qu'est-ce que ça vous aura appris, ce terrible attentat de 1972 ? Ça m'aura appris qu'il faut continuer à lutter, que le CIO et les Olympiques sont un formidable outil de paix, d'entente entre les peuples. Et la vie aux Jeux Olympiques, dans un village olympique, c'est quelque chose à vivre, d'extraordinaire. Jean-Claude Killy a dit une phrase extraordinaire un jour, c'est que on dit souvent que le monde est un village, le village olympique, lui, c'est le monde. Oui. Et c'est vrai. On n'a pas besoin de parler ou anglais ou allemand, enfin maintenant il y en a beaucoup qui parlent anglais, mais ou allemand ou chinois ou japonais ou arabe ou russe pour se comprendre. L'olympisme, c'est une espèce d'espéranto qu'on n'apprend pas. Les sportifs, pour eux, c'est inné. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est vrai que quand les Jeux commencent, c'est la joie pour tous celles et ceux qui sont là. Et puis, avec la cérémonie de clôture, c'est la tristesse et le regret, mais avec l'espoir qu'on va se retrouver en 4 ans. Merci beaucoup Guy Dru d'avoir témoigné sur ce 5 septembre 1972 et à très vite sur l'antenne de RCJ. Merci beaucoup Monsieur Guy Dru. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous l'ai dit, depuis ce matin 8h, nous diffusons les 11 portraits des 11 athlètes israéliens tués ce 5 septembre 1972. C'est le portrait de Yosef Gutfreund que je vous propose d'écouter maintenant. Il est lu par Emmanuel Ayash, ancien instructeur de Krav Maga pour l'armée israélienne et 6e dan de Krav Maga. Juif ashkénaze, Yosef Gutfreund, né en Roumanie en 1931. Lui qui se prédestine à devenir vétérinaire, se tourne d'abord vers des études de médecine. Mais ce sont ses talents de lutteur qui l'emportent. Après son alia, il devient homme d'affaires et intègre surtout le club sportif de l'Hapoel Jérusalem, où il est apprécié pour ses talents d'entraîneur. La communauté sportive internationale le sollicite fréquemment pour qu'il soit membre du jury des compétitions. D'abord au JO de Tokyo, en 1968, mais aussi en Inde et en Bulgarie. En 1972, il est de nouveau nommé membre du jury par le comité d'organisation des Jeux. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, il est le premier à surprendre les terroristes et alerter de l'attaque qui guette les athlètes israéliens. En tentant de retenir le groupe d'assaillants, il permet à plusieurs sportifs de se sauver. Pris en otage pendant plus de 20 heures, avec 8 autres coéquipiers, il est finalement abattu par les terroristes lors des opérations menées par les autorités ouest-allemandes. Yosef Gutfreund
laisse derrière lui une femme et 2 filles. Enterré à Jérusalem, il avait 40 ans. Le portrait de Yosef Gutfreund, lu par Emmanuel Ayache. Les 11 portraits seront lus au fur et à mesure de la journée sur RCJ jusqu'à 13h, avec également tout à l'heure le portrait de Jacob Springer, lu par David Roizen. Il y aura également des portraits lus par Thierry Rey, par Cyril Benzaken, par Rachel Kahn et par Emmanuel Ayache, et également par Yvan Attal. Nous sommes à présent en ligne avec lui aussi un témoin de l'époque. Il était présent aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Michel Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, dès que nous vous avons retrouvé, dès que nous vous avons appelé, de témoigner ce matin. Michel, vous êtes nageur, et plus que nageur français spécialisé en nage libre. Vous comptabilisez 40 titres de champion de France. Vous avez réussi en 71 le 3e meilleur temps mondial derrière la légende Mark Spitz et Hayden Reich. Vous avez été consultant également pour les épreuves de natation auprès de France Télévisions. Et je sais que c'est important pour vous aussi, la transmission a été faite puisque votre fille Magali Rousseau est également nageuse. Michel Rousseau, racontez-nous d'abord quel était votre état d'esprit en arrivant à ces Jeux Olympiques en 72. Vous aviez déjà fait les Jeux Olympiques de Mexico, c'était vos 2e JO Munich. Écoutez, l'état d'esprit, c'est comme un athlète qui se prépare et qui fait partie des favoris d'une épreuve, le 100 mètres nage libre. C'est celle d'être concentré, avec des doutes, parce que j'étais pas quelqu'un qui avait une confiance 100% en lui, et mon adversaire direct, qui s'appelle Mark Spitz, et qui est resté d'ailleurs un grand ami, lui avait battu 2 fois le record du monde avant les Jeux, ce qui moralement, normalement, sur un athlète qui est très très solide, devrait pas poser de problème, mais pour moi déjà m'avait bien entamé. Alors vous arrivez donc, est-ce que les villages, on a eu Guy Dru juste avant vous, Michel Rousseau, je ne vais pas poser la question, donc je vous la pose sur les bâtiments. On sait que chaque délégation est dans un bâtiment. Est-ce que la délégation française était loin du bâtiment de la délégation israélienne? Comment ça s'est passé cette nuit du 4 au 5 septembre? Qu'est-ce que vous avez entendu? Non, mais les bâtiments n'étaient pas si loin. Nous, on était des bâtiments un peu plus bas, et on pourra aller manger. Le restaurant de la délégation française, on passait devant beaucoup de bâtiments, dont celui d'Israël. Et on avait une attention, moi, personnellement, j'avais une attention particulière parce que en 68, nous étions logés dans le même bâtiment, qui était des grands bâtiments assez hauts, avec la délégation d'Israël. Donc à Mexico, vous étiez dans le même bâtiment que la délégation israélienne. Il y a des athlètes que vous avez retrouvés qui étaient avec vous à Mexico? Dans les Jeux Olympiques, les athlètes tournent beaucoup, et c'est vrai que même si on se côtoie, on mange ensemble, on est des bons camarades de jeu, mais on est tous concentrés sur des épreuves, donc on passe pas notre temps à discuter les uns avec les autres avant les épreuves, et bien souvent après les épreuves, on est rapatriés dans nos pays d'origine. Michel Rousseau, en ce matin du 5 septembre 1972, il y a donc 50 ans, tout juste aujourd'hui. Comment vous avez appris la nouvelle et qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai appris la nouvelle en allant, on était rentré fort tard, parce que moi j'étais très déçu de mes jeux, donc la natation était terminée, on était rentré fort tard, et le matin, malgré tout, assez tôt, on partait pour prendre le petit déjeuner. Et c'est là qu'on a vu que tout était entouré. Il y avait déjà des. Alors j'ai plus le souvenir exact. Est-ce qu'il y avait de la rubalide? Je sais pas si ça existait à cette époque-là, ou s'il y avait déjà la police autour. Mais le lieu était fermé. Donc, il y avait un lieu fermé. On passait pas trop loin, mais on savait que le lieu était fermé. À ce moment-là, on ne savait pas que 2 Israéliens avaient déjà été assassinés par les terroristes. Au fur et à mesure, comment s'est passée la journée? Comment sont arrivées les informations et quelle était l'atmosphère dans le village olympique? Les informations sont arrivées
d'abord par les conversations qu'on avait les uns avec les autres, et puis après tout le monde s'est mis devant la télévision parce que c'est là où on avait l'information plus en direct. On avait le bâtiment, on avait les policiers qui essayaient si j'ai souvenir, parce que c'est quand même c'est un peu loin, mais ça nous a quand même bien marqué. Moi, ça m'a bien marqué. Mais il y avait des policiers qui essayaient de voir ce qui se passait à l'intérieur, si je me rappelle bien. Tout le monde était choqué parce que le monde olympique est une grande famille et on s'attaquait à notre famille. C'était la pire des choses. C'était pour beaucoup l'agression qui n'avait pas de sens dans quand on est un athlète olympique, on considère que c'est un sanctuaire et que à l'intérieur, on peut être en désaccord, il peut y avoir des politiques différentes entre chaque pays, on peut avoir des différends, mais jamais à aucun moment un combat en dehors un affrontement en dehors des compétitions. C'est cela aussi que les terroristes palestiniens de Septembre Noir voulaient assassiner. C'était ce symbole aussi de l'olympisme en assassinant des athlètes israéliens dans cet attentat. Ce qui est surréaliste dans ce que vous nous racontez, Michel Rousseau, c'est que vous disiez que vous étiez en train de regarder la télé finalement dans votre chambre, dans le bâtiment français, et les choses se passaient à quoi, 40-50 mètres de vous, et la télé retransmettait ça tout le temps? Oui, parce qu'ils avaient commencé à augmenter le périmètre de sécurité, et puis faire du voyeurisme en étant autour, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et on pouvait, moi, à titre personnel, je considérais qu'il fallait laisser les professionnels de la sécurité faire ce qu'il fallait faire. Et à ce moment-là, au moment où c'était comme ça, on ne savait pas que deux Israéliens avaient déjà été assassinés. Donc on pouvait considérer que c'était des effets de manche pour pouvoir se faire connaître. On n'en était pas encore à l'horreur qu'on découvrira au fur et à mesure. Justement, Michel Rousseau, comment vous avez découvert l'horreur? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est difficile de définir un peu dans ces cas-là parce que c'est complètement à l'inverse, comme je vais reprendre des mots tout le temps, un peu en boucle de l'idéal olympique. C'est totalement à l'inverse. Donc je crois que moi personnellement et beaucoup d'autres, on était désorientés plutôt qu'autre chose. C'était pas, il n'y avait pas un raisonnement logique dans ce qu'on faisait. On était effrayés et puis on espérait toujours. Je pense qu'on était un peu une vision idyllique en se disant ça va se terminer, ils vont libérer tout le monde et puis on pensait, moi personnellement je pensais même pas qu'il y aurait un affrontement avec la police, qu'il y aurait une négociation et puis après ça se passerait au niveau des autorités et une reconduction dans un avion, quelque chose en ce genre-là. On n'imaginait pas à ce moment-là l'horreur qui allait se produire. Vous ne pouviez pas en même temps aussi imaginer, Michel, c'était la première fois qu'un événement, qu'un attentat pareil arrivait dans l'histoire, dans les Jeux Olympiques. C'était effectivement quelque chose de totalement... Alors, oui, à l'intérieur d'un village olympique. Mais l'Olympie, ça, par exemple, si on prend 4 ans auparavant, à Mexico, à la place des Trois Cultures, un massacre avait été... on a appris ça après parce qu'on n'était pas au courant. Alors je sais pas quelles auraient été nos réactions si on avait été au courant de ce massacre sur la place des Trois Cultures. Mais alors je veux dire, c'est entre guillemets, c'était pas un rapport 100% direct avec l'Olympisme. C'était en rapport avec l'Olympisme parce qu'en fait les étudiants manifestaient au moment où il y avait les Jeux Olympiques. Ils voulaient se servir de l'éclairage des Jeux Olympiques pour pouvoir montrer qu'ils avaient des gros problèmes. Mais c'est pas pareil. C'est vrai, c'était pas dans
dans le village olympique. Michel Rousseau, les Jeux ont continué après. Guy Dru nous l'a raconté. C'était aussi une volonté des Israéliens et du Premier ministre de l'époque, Golda Meir, de dire on continue, il ne faut pas céder aux terroristes. Comment vous avez terminé ces Jeux, vous et ensuite, parce que quand je vous ai appelé il y a quelques jours, tout de suite vous nous avez dit oui, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui, depuis 50 ans, est extrêmement présent chez vous, dans votre tête et dans votre cœur. Comment c'est possible autrement ? Comment c'est possible autrement ? Moi, quand l'émotion, et puis en plus de ça, on avait notre ami Mark Spitz, qui était un ami de longue date, qui lui a tout de suite été rapatrié parce que les autorités américaines l'ont entouré, parce qu'ils ont eu peur que ça passe à l'huile, qu'il y ait d'autres attentats. Donc Marc a été ramené en avion directement. C'est-à-dire que les fêtes que l'on faisait entre nageurs après les compétitions, on n'y a plus pensé une seule seconde. Donc moi j'ai dit je rentre, j'ai un ami qui m'a ramené en voiture avec une copine à lui qui était là et j'ai dit non, ramenez-moi. Une fois que quand on a appris le soir ce qui s'était passé, qu'on a vu, j'ai dit je rentre. Est-ce que vous considérez, Michel Rousseau, depuis 50 ans, que l'olympisme leur rend suffisamment hommage ? Vous étiez juste après aux Jeux Olympiques d'été en 1976, c'était à Montréal. Est-ce que les années suivantes, il y a eu tout de suite des hommages ou est-ce que ça a été long ? Non, ça n'a pas été... je crois que c'était... Alors... J'ai une vision un peu dure de dirigeants dans les sports de haut niveau, aussi bien pour les dirigeants olympiques. J'en apprécie certains, d'autres beaucoup moins. J'ai assisté à des choses tellement qui ne sont pas racontables sur la capacité des membres à penser à eux plutôt qu'à penser qu'à l'olympisme. Mais j'attendais pas de leur part avoir une ouverture sur des messages beaucoup plus ouverts que ceux déjà inscrits par le baron Pierre de Coubertin. Je pense que tout le monde a mis son mouchoir dessus et ils ont voulu oublier un peu tout ça. Ce qui a créé après d'ailleurs, comme il n'y a pas eu de vrais échanges, de vrais travail mémoriel, eh bien ça a conduit en 1980 à ce que les Jeux Olympiques se passent à Moscou avec la moitié des athlètes mondiaux et en 84 de la même façon à Los Angeles. C'était aussi les conséquences d'un manque de réalisme et d'appuyer vraiment sur l'idéal olympique. Je pense les gens pensaient plutôt à autre chose qu'à l'idéal olympique. Vous y pensez, vous, toujours, Michel Rousseau, à l'idéal olympique et à ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 50 ans ? L'idéal olympique, ça fait bien longtemps que je vais pas dire que je le rejette, mais que je pense qu'il est pas assez présent. On travaille pas vraiment là-dessus. On travaille sur les épreuves, sur l'argent, sur l'organisation, sur beaucoup de choses, mais sur ce qui est l'humanisme qui aurait dû être développé à travers l'esprit olympique. Non, je pense qu'on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Et pourquoi j'y pense ? Parce que c'est quand même un événement et je l'ai expliqué aux journalistes à qui je me suis confié il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je me suis longtemps posé la question. Nous, on est rentré tard le soir et le grand jeu des athlètes, puisque ça n'existe plus maintenant, mais c'était de faire rentrer des gens qui n'étaient pas accrédités, les amis, tous ceux qui étaient candidats à rentrer dans le village, parce que c'était une transgression. On le voit très bien dans le film de Spielberg, qu'on a pu revoir peut-être pour certains hier soir. Dès le début, effectivement, on voit des athlètes qui ont fait rentrer par jeu, ou évidemment sans savoir, les terroristes sur le village olympique. Mais on le faisait tout le temps, mais ça existait déjà à Mexico, ça a toujours existé, sauf que là, ça a un peu tué la chose, parce que c'était plus du tout le même principe. Et j'ai expliqué que pendant longtemps, heureusement, on m'a rassuré, on m'a dit, mais non, on a identifié le groupe qui les a fait rentrer, mais longtemps, je me suis posé la question, je dis, est-ce que moi, j'aurais pas pu participer avec les autres à faire rentrer ces abrutis ? Je comprends.
Michel Rousseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes nageur, un sacré nageur français. Vous continuez évidemment à nager aujourd'hui, Michel? Ah ben oui, j'étais un nageur de compétition et tous les jours je nage 3 km pour mon plaisir. Bah écoutez, rien que pour nous, c'est déjà de la compétition, ça. Merci beaucoup, Michel Rousseau, d'avoir témoigné avec nous ce matin sur ce que vous avez vécu il y a tout juste 50 ans. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans quelques instants, nous serons en ligne également avec un autre témoin, mais comme vous le savez, au cours de cette journée spéciale sur RCJ, consacrée aux 50 ans de l'attentat de Munich, nous avons écrit, réalisé les portraits des 11 athlètes israéliens. Je vous proposais à présent d'écouter l'histoire de Yaakov Springer, qui est lu par David Roizen, qui est notamment chroniqueur sportif pour RCJ. Yaakov Springer. Né en 1921 en Pologne, Yaakov Springer est un survivant de l'Holocauste. En 1943, il participe notamment au soulèvement du ghetto de Varsovie. Après la guerre, il entame des études d'éducation physique et se démarque en lutte et musculation. S'il participe à plusieurs compétitions, il s'illustre surtout en tant que coach. Après son alia en 1956, il enseigne le sport dans les écoles et centres communautaires à proximité de Tel Aviv. L'athlète est également sollicité pour être jury à l'occasion de plusieurs compétitions internationales. L'année 1972 ne fait pas exception. Pour la 5e fois de sa carrière, il devait, à l'occasion des JO de Munich, arbitrer les compétitions. Il est pris en otage avec 8 autres sportifs dans la nuit du 5 au 6 septembre par les terroristes palestiniens du groupuscule Septembre Noir. Abattu par les assaillants lors des opérations des autorités ouest-allemandes, il meurt à 51 ans, laissant derrière lui une femme et 2 enfants. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Jacques Ladegaillerie, qui lui aussi était présent il y a 50 ans à Munich. Je vais vous proposer d'écouter un autre portrait, puisque nous lisons aujourd'hui les portraits des 11 athlètes israéliens assassinés. Écoutez à présent l'histoire et le portrait de Amitsur Shapira, lu par Cyril Benzaken, sextuple champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Amitsur Shapira naît en 1952 en Israël et passe son enfance à Herzliya. Athlète accompli, il étudie la psychologie et la littérature à Tel Aviv et le sport à l'Institut Wingate. Après s'être retiré des compétitions, il devient professeur de sport et entraîne des athlètes de haut niveau. Il est l'entraîneur de l'équipe nationale d'athlétisme qui l'accompagne aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Pour les Jeux de Munich, Shapira entraîne l'athlète israélienne Esther Shahamorov. La hurdleuse s'est qualifiée pour la demi-finale. Pris en otage à Munich, il fait partie des 9 otages à être emmenés à l'aéroport de la base militaire Fürstenfeldbruck. Il est tué dans l'explosion de l'hélicoptère dans lequel il se trouvait. Il avait 40 ans, il laisse derrière lui sa femme et 4 enfants. Jacques Ladegaillerie, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être... Est-ce que ça, vous avez un écho là? Oui, il y a un petit écho. On va essayer d'arranger. Il faut peut-être juste vous rapprocher de... Attendez, je vais essayer de trouver une autre... On va juste essayer de vous rapprocher de votre téléphone. Je vais en même temps rappeler à nos auditeurs qui vous êtes. Jacques Ladegaillerie, vous êtes escrimeur, homme politique également. Aujourd'hui, actuellement conseiller départemental du canton de Loriol-sur-Drôme. Vous avez participé aux épreuves d'épée de 3 Jeux Olympiques en 68 à Mexico et à Munich en 72. Vous êtes dans l'équipe qui va terminer 4e et qui va remporter, et vous allez remporter la médaille d'argent en individuel. Vous avez également gagné la Coupe du Monde à l'épée et vous êtes rentré en politique en 1977, d'abord élu municipal et ensuite conseiller général et conseiller départemental. Est-ce que la liaison est meilleure maintenant, je l'espère, avec Jacques Ladegaillerie qui va donc lui aussi témoigner comme Michel Rousseau et comme Guy Dru que nous avons eu en début d'émission effectivement de ce qui s'est passé il y a tout juste 50 ans, le 5 septembre 1972. Vous nous entendez mieux, Jacques ? Oui, effectivement, beaucoup mieux. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté vous aussi de témoigner ce matin. Même question qu'à Michel Rousseau et à Guy Dru juste avant vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Jacques Ladegaillerie, dans quel état d'esprit vous êtes arrivé à ces Jeux Olympiques de 1972 et comment s'est passé pour vous la nuit du 4 au 5 septembre et cette journée du 5 septembre ? Quand je suis arrivé, évidemment, je me doutais pas qu'il y ait un tel drame. La particularité au niveau de l'escrime et de ma compétition proprement dite, c'est que je me suis retrouvé, moi, avec qualifié pour les demi-finales et finales pour le 5.
Et donc, dans la nuit du 4 au 5, il y a eu cette prise d'otage. Et donc, du coup, la demi-finale et puis finale, après qu'il va avoir lieu le 5, et dans l'après-midi, demi-finale et finale le soir, il y a eu que la demi-finale qui a eu lieu, bon, à cause évidemment de la prise d'otage. Et la finale le soir est annulée et donc est reportée le lendemain. Donc c'était un moment un petit peu difficile. Bon, évidemment sur un plan humain c'est un drame. Et donc du coup, moi j'étais bien sûr partagé entre deux choses. Et d'autant que la question a été posée en disant on arrête les jeux ou pas. C'est que d'un côté évidemment sur le drame humain, j'étais évidemment dans l'optique à la rigueur d'arrêter les jeux. Et puis d'un autre côté, évidemment, j'étais qualifié pour une finale olympique. Et c'est le rêve d'une vie. Bon, c'est le rêve d'une vie. Il y a un côté égoïste de la tête qui se prépare depuis de nombreuses années, qualifié pour une finale des Jeux. Je veux dire, ça se retrouve pas tous les jours. Hein. Et ça, c'est ce que voilà, beaucoup ont dit. Très compliqué pour moi. C'est ce que beaucoup ont dit, le côté égoïste parfois de l'athlète, avec son bon côté et son mauvais côté. Comment est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé, vous, Jacques Ladegaillerie? Est-ce que Michel Rousseau en natation, je ne sais pas si vous connaissez, nous a raconté un petit peu avant, effectivement, en rentrant, je crois. Voilà, les bâtiments et comment il avait appris ça. Vous, comment vous l'avez appris? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, on avait Europe numéro 1, vous savez, c'était à ce moment-là, il n'y avait pas de radio. Europe numéro 1 était basée en Sarre, je crois, on ne pouvait pas émettre. Enfin, émettait donc dans le coin, et donc du coup sur Munich, évidemment, on pourrait le recevoir. Donc on s'était branché sur Europe numéro 1 pour avoir des informations. Et le matin, quand on a ouvert la radio, on a entendu évidemment qu'il y avait une prise d'otage dans le village olympique. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on savait pas exactement où étaient les appartements des Israéliens, et en fait, ils étaient juste derrière le bâtiment français. Bon, après, bien sûr, ça a été bouclé, on est sorti, on a eu contact avec des journalistes français, donc Guy Lagorce, etc. Mais voilà, on était un peu à l'écart, et donc on n'avait pas trop d'informations. Sauf au départ, je vous dis, le matin, en se levant, l'information donnée par Europe 1. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Jacques Ladegaillerie? Vous avez eu peur, ou alors vous êtes dit, comme disait Michel Rousseau il y a quelques instants, ça va être réglé, c'est une prise d'otage, ils vont les relâcher, il va y avoir une négociation, on va leur donner de l'argent. Enfin voilà, tout le monde avait l'air de penser que ça allait se régler. On était plutôt dans ce sens-là. Je ne crois pas qu'on ait vraiment eu peur, mes collègues et moi. C'est vrai que négociation. Alors on n'était pas trop au courant que en fait il y avait quand même eu 2 Israéliens, je crois, 2 ou 3, qui avaient déjà été tués au moment de la prise d'otage. Donc ça on ne savait pas trop. Donc des prises d'otages, dans le cadre des Jeux, on pensait quand même que ça pouvait se passer d'une façon un peu plus humaine et qu'il pouvait y avoir des négociations, des échanges et tout ça. Et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Mais personnellement, j'ai pas eu peur. Je me suis dit ça y est, la politique rentre de plein pied dans le sport. Mais et puis bien sûr, ce côté, je vous dis, quand on a appris ça, on n'y pense pas du tout, quoi. On pense qu'on est un peu. C'est vrai que les athlètes, on est un peu protégés, hyper protégés. On est dans les enceintes, village olympique, où théoriquement les gens ne peuvent pas rentrer. Enfin à Munich, je crois que ça a été un petit peu plutôt l'inverse, où tout le monde pouvait rentrer. Oui. Mais moi j'ai fait Mexico, ensuite après on a fait Montréal. Mais c'est des endroits où on est extrêmement protégé. Hyper protégé, donc c'est la première chose, c'est la grande surprise qu'il y ait des gens qui puissent rentrer et qui prennent d'autres personnes en otage, notamment des sportifs qu'on pense protéger, quoi. Jacques Ladegaillerie, après le sport, vous avez bifurqué vers la politique, comme Guy Dru, qu'on avait au début de l'émission. Ma question va donc être un peu plus politique. Est-ce que vous pensez que depuis 50 ans, effectivement, la mémoire de ces 11 athlètes israéliens a été assez racontée, assez expliquée, notamment peut-être aux jeunes athlètes, lors des différents autres Jeux olympiques qui se sont déroulés? J'en suis pas certain, non, j'en suis pas certain. Maintenant, cette année, c'est le 50e anniversaire. Évidemment, on en parle beaucoup. Il y a le film sur Munich qui est passé. Mais je crois que ça s'oublie, hélas, ce genre de choses. Et donc, que ça revienne à la surface, et c'est tant mieux. Vous voyez que l'Allemagne a mis 50 ans pour indemniser les familles des défunts. Donc,
je crois que c'était plutôt dans l'oubli, il me semble. En tout cas, on est d'accord. Voilà, c'est un peu ça, quoi, qui est évidemment dommageable. Bon, c'est bien qu'on en reparle, mais s'il faut attendre 50 ans pour en reparler, donc c'est un peu compliqué quand même. On est d'accord. Comment se sont terminés les Jeux pour vous, Jacques Ladegaillerie ? Alors moi, les Jeux sont terminés. Donc après, il y a eu une compétition. D'abord, je suis sorti complètement rincé. Alors je pense qu'il y a un côté psy par rapport à tout ce qui s'est passé, évidemment. Par rapport à l'attentat et tout ça. Ensuite, physiquement, j'étais extrêmement fatigué. J'ai eu un énorme lumbago. 2 jours après, il y avait les compétitions par équipe et j'ai pas été performant pour aider mes coéquipiers. J'étais un peu navré d'ailleurs parce qu'ils pouvaient penser que comme j'avais la médaille d'argent, derrière, je faisais pas d'efforts. On m'a fait une piqûre, on m'a massé, etc. Mais j'avais un énorme lumbago. Je crois que tout a été tout confondu, m'a complètement rincé. Et puis après, on est reparti comme on est venu en voiture avec l'entraîneur national, Monsieur Gaillard. Voilà, on est reparti doucement comme ça. Est-ce que vous connaissiez certains de ces 11 athlètes israéliens, Jacques Ladegaillerie ? Non, je les connaissais pas. Il y en a un qui était dans l'escrime, je crois, qui était d'après les échos que j'ai entendus. Mais je ne connaissais pas. Par contre, je connaissais bien Daniel Robin, qui était un grand ami et qui est là disparu, mais qui lui, par contre, était très impliqué avec ses amis lutteurs. Et je crois même qu'il est allé d'ailleurs en Israël pour entraîner, je crois, ou conseiller. Mais non, je connaissais pas vraiment des athlètes. Jacques Ladegaillerie, Guy Dru disait tout à l'heure qu'il était né à l'olympisme avec le terrorisme. Vous aussi, j'imagine que malheureusement, ça a été votre premier contact avec le terrorisme. Écoutez, c'est vrai que moi j'ai commencé en 68. Alors avec tout ce qui s'est passé en 68, l'année 68, et nous, par exemple, au niveau des Jeux à Mexico, il y a eu le massacre des étudiants sur la place des Trois Cultures. Mais là, on n'était absolument pas au courant. On l'a su qu'après. C'est une chose. Donc là, ça commençait mal. Bon, après Munich, après Montréal. Alors après, la politique est rentrée de plus en plus. Montréal, le boycott des athlètes africains par rapport à l'apartheid. Ensuite, après, boycott des États-Unis et quelques nations occidentales à Moscou, je crois parce qu'il y avait l'invasion d'Afghanistan. Ensuite, bien sûr, à Los Angeles, le retour des choses, c'est les pays de l'Est qui sont pas venus à Los Angeles. Enfin bref, la politique est rentrée de plein pied. Et c'est vrai que en 68, avec quand même tout ce qui s'est passé dans le monde, en 68, c'est compliqué. Et puis après Munich, on est rentré évidemment comme un peu guillemot dans l'olympisme à des moments un peu délicats quand même. Clairement. Jacques Ladegaillerie, vous continuez aujourd'hui. Alors, je l'ai dit, vous êtes rentré en politique, vous êtes conseiller départemental du canton de Loriol-sur-Drôme. Vous continuez à vous entraîner aujourd'hui en escrime ? Non, pas du tout. Mais il y a longtemps que j'ai arrêté l'escrime. J'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait du tennis, du marathon, du triathlon. Et puis maintenant, je fais du golf. J'ai découvert le golf en étant un peu âgé, mais je reconnais que c'est un joli sport. C'est un peu plus calme que l'escrime. Un peu plus calme que l'escrime, mais je suis évidemment l'escrime quand même d'assez près, et à chaque fois qu'il y a des compétitions internationales et tout ça. Et puis je fais partie de l'association de l'amicale des internationaux français, de la VIF, et donc qui s'occupent et qui donnent des bourses pour les jeunes promoteurs, une bourse financière pour aider un peu les jeunes et leurs familles à se déplacer, à avoir des frais supplémentaires. Donc je suis quand même encore dans le coup au niveau j'imagine qu'on peut pas... Aux côtés de Jean-François Lamour, qui a été aussi un très très grand escrimeur. Quel champion. Champion olympique, et puis aussi il a été ministre des Sports. Oui, donc, exactement. Voilà. Un très grand ami. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Ladegaillerie, d'avoir témoigné ce matin sur ce que vous avez vécu il y a tout juste 50 ans aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt, au revoir. On va continuer avec 2 portraits encore. Et il y aura les autres portraits qui seront lus dans le journal entre 12h et 13h. Je propose à présent d'écouter le portrait d'André Spitzer qui est lu par notre journaliste Margot Siffer. André Spitzer, né le 4 juillet 1945 en Roumanie. Ses parents ont survécu au camp de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a 11 ans après la mort de son père en 1956 quand il part pour Israël avec sa famille. Membre des forces aériennes et spatiales israéliennes, il devient escrimeur et se rend aux Pays-Bas pour se former. Il revient ensuite en Israël pour devenir entraîneur d'escrime. Il s'est rendu au JO de Munich avec sa femme Anki. Leur fille est alors chez ses grands-parents aux Pays-Bas. Après avoir fini les épreuves, André
et sa femme retournent en urgence aux Pays-Bas où leur fille est hospitalisée. Arrivés sur place, les médecins les rassurent sur la santé de l'enfant. André Spitzer décide alors de retourner à Munich pour soutenir ses coéquipiers. Il rate son premier train, mais il réussit à en prendre un autre. Il arrive à Munich 4 heures seulement avant la prise d'otage. Pris en otage, il est l'un de ceux qui a été autorisé à parler avec les négociateurs allemands. Il est alors frappé à la tête avec la crosse d'une arme. Il lui est reproché d'avoir donné des informations que les terroristes ne voulaient pas qu'il donne. Il fait partie des 9 otages à être emmenés à l'aéroport de la base militaire Fürstenfeldbruck. Il est fusillé par un des terroristes. Il avait 27 ans et il laisse derrière lui sa femme et sa fille. Dans le journal de 12h tout à l'heure avec Rudy Saada, vous écouterez également d'autres portraits de sportifs, notamment lus par le grand champion Thierry Rey, par Emmanuel Ayache également et par David Roizen. Le dernier portrait que nous allons écouter ensemble ce matin est celui de Marc Slavin et il est lu par celui qui était l'un des héros du film de Spielberg que vous avez peut-être vu hier soir. C'est le comédien et réalisateur Yvan Attal. Marc Slavin, né le 31 janvier 1954 en Biélorussie, alors intégré à l'URSS. Il est témoin de l'antisémitisme, ce qui l'incite à s'investir dans le sport pour se défendre. Il choisit pour ça la lutte gréco-romaine. Il devient élève à l'Institut d'éducation physique de Minsk. En 1971, il remporte le championnat du RSS des poids moyens juniors de lutte gréco-romaine. L'année suivante, il immigre en Israël avec sa famille, 4 mois seulement avant les Jeux Olympiques de Munich. Il intègre in extremis la délégation israélienne. Marc Slavin est un des espoirs du sport israélien. Sa première épreuve devait se dérouler le 5 septembre à 9h30, épreuve qu'il a ratée car pris en otage. Il est fusillé à l'aéroport de la base militaire Fürstenfeldbruck. Il est la plus jeune victime de l'attentat. Il avait 18 ans. Le portrait donc de Marc Slavin, lu par Yvan Attal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, vous restez avec nous, puisque RCJ Midi continuera cet hommage spécial aux 11 victimes de l'attentat palestinien du groupe Septembre Noir à Munich il y a tout juste 50 ans aujourd'hui. Rudy Saada reviendra également sur la disparition du grand rabbin Alain Goldman, dont les obsèques auront lieu cet après-midi au cimetière de Montparnasse. Et les 11 portraits que nous avons lus ce matin étaient donc ceux de Moshe Weinberg, Yosef Romano, Yosef Gutfreund, Yaakov Springer, Kehat Shor, Amitzur Shapira, André Spitzer, Eliezer Alfin, David Mark Berger, Zeev Friedman et Marc Slavin. Que leur mémoire reste dans tous ceux qui ont vécu cette journée, surtout pour tous ceux qui ne l'ont pas vécu et qui, j'espère aujourd'hui, grâce à cette journée spéciale sur RCJ, pourront également commémorer leur mémoire. Et nous espérons, et nous prenons ici l'engagement, qu'aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, nous espérons qu'un hommage également leur sera rendu. On se quitte avec quelques notes de la Tikva, la version qui était dans le film justement Munich de Steven Spielberg.